Bonjour. Bonjour pour probablement la dernière fois de l'Univers Shifté. Merci d'être des nôtres pour cette dernière table ronde de l'événement. Alors en parallèle avec deux autres tables rondes, mais celle-ci quand même, vous avez fait un excellent choix. Parce qu'on va terminer l'Univers Shifté en beauté avec un sujet très léger qui s'appelle le burn-out militant. Avant de commencer, je vous propose déjà, pour la session questions-réponses, pensez à scanner le QR code là et à renseigner vos questions en ligne. Le moment venu, elles seront relayées par des personnes préposées. Donc, bienvenue à cette table ronde qui s'appelle « S'engager sans burn-out ». Comment garder la flamme intacte, une table ronde qui prend du sens parce que face à l'urgence écologique que nous connaissons toutes et tous, on constate une multiplication de différentes formes d'engagement qui sont, entre autres, représentées ici sur la table. Des manifestations, des actions de désobéissance civile, la création de médias indépendants engagés, la production de films engagés aussi. Et on constate un foisonnement des personnes qui s'impliquent dans la défense de l'environnement via différents canaux, souvent très profondément investis et parfois au prix de leur santé mentale ou physique. Entre les différents signaux alarmants que nous observons ces derniers mois, ces dernières semaines et plus globalement ces dernières années, je parle des canicules à répétition, des feux de forêt à répétition, des effondrements de la biodiversité, de l'augmentation ininterrompue des températures mondiales, face également à la nécessité d'agir, de nombreuses personnes, dont celles ici présentes, oscillent entre rage, désespoir et résilience. Cette discussion ce soir, cet après-midi, elle propose d'explorer comment on peut continuer à lutter dans un monde qui semble vaciller. Comment est-ce qu'on peut transformer la colère ou la fatigue en énergie, entre guillemets, durable. Et comment est-ce qu'on peut s'engager sans s'épuiser. Et à mes côtés, je donnerai la parole à des personnes qui sont engagées et qui ont des parcours très différents. Je vous propose de les découvrir et je les invite à se présenter successivement. Anaïs, si tu veux bien prendre le micro pour te présenter. En deux mots, là. Tu peux allumer. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Anaïs Terrien, je suis fresqueuse depuis 2018 et aujourd'hui je suis présidente de l'association La Fresque du Climat depuis mars 2023. Félicitations. Voilà, donc est-ce que je présente La Fresque du Climat ? Ah, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire ici. Merci, je le fais un peu trop souvent, ça me va de m'en passer cette fois-ci. Serge. Alors moi je suis Serge Zaka, je suis agroclimatologue, je travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu mon chapeau sur BFM TV, et je suis l'un des scientifiques qui est les plus insultés de France parce que j'ai un petit bidon et un chapeau. Donc voilà, je suis là pour parler du burn-out face à tous ces éléments d'insulte. D'ailleurs, vous pouvez l'observer en direct, je viens de faire un post sur la canicule, j'ai fait exprès, juste pour vous. Excellent. Il y a 1 heure, vous pouvez regarder les commentaires en direct et vous pourrez me dire qu'est-ce qui me se raconte sur moi pendant la table ronde. Merci. Flore. Je suis Flore Vasseur, je suis réalisatrice effectivement, notamment d'un film qui s'appelle Bigger Than Us, qui parle de l'engagement de la jeunesse, pas que sur les questions climatiques d'ailleurs, mais beaucoup sur les questions de justice sociale à travers le monde. Et en fait, c'était un film que j'ai fait après avoir beaucoup travaillé avec et sur la question des lanceurs d'alerte. Et puis, au fur et à mesure, et grâce à ce film, je pense que j'ai basculé du côté de l'engagement, puisque ce film est sorti il y a 4 ans, et qu'en 4 ans, j'ai fait plus de 650 débats avec ce film, dont un hier ici, puisque la question de l'engagement, de l'élan vital de la jeunesse et de la résistance intérieure, notamment à ce monde totalement absurde, me paraît totalement vitale. Et donc, j'utilise le film comme un moyen de me lier et d'ouvrir un espace de sécurité pour en parler ensemble. Merci Flore. Thomas. Oui, bonjour, je m'appelle Thomas Braille, je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Je suis arboriste grimpeur de profession et voilà, je pense que certains peut-être connaissent la 69, les écureuils, c'est un petit peu de là que la médiatisation elle est partie. Voilà, je suis papa d'un petit garçon de 8 ans, j'ai peur pour lui et c'est pour ça que je me bouge tout simplement, quoi. Voilà. Merci Thomas. Last but not least, Emmanuel.
Emmanuelle Delrieux, je suis psychologue, éco-psychologue et essayiste aussi. Je travaille sur le lien entre le burn-out de la Terre, le burn-out des humains. Je travaille aussi sur l'éco-anxiété et je pense que comme tout le monde ici, je me laisse profondément transformer par les luttes qui sont présentes et donc ça transforme aussi profondément mon métier de soin et je crois que c'est nécessaire. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Comme vous le voyez, le sous-titre de notre table ronde, c'est « Comment garder la flamme intacte ». Alors avant de parler de comment garder la flamme intacte, je vais commencer par vous interroger sur comment s'est allumée la flamme. Qu'est-ce qui a allumé la flamme? Et j'aimerais bien commencer par toi, Thomas. Qu'est-ce qui a allumé ta flamme? À quel moment tu décides de rentrer en action pour défendre les causes qui te sont chères? J'ai toujours un lien très fort à la nature, à l'environnement. Moi, je vis dans une ancienne bergerie que j'ai retapée. J'ai 1,5 hectare de terrain, je suis en relation directe avec la forêt, je vois les animaux qui se promènent depuis ma cuisine. Ça, je l'ai vécu depuis tout petit, mais au-delà de ça, ce qui m'a vraiment fait me réveiller, c'est que un matin, je me rappelle, alors je ne sais plus quand c'était, mais il y a une annonce qui a été faite et on nous disait clairement qu'on en avait en fait pour 20 ans si on ne redressait pas la barre. Et en fait, ce matin-là, ça m'a coupé les jambes. En fait, je me suis dit, mais 20 ans, c'est demain, en fait, quoi. Et j'avais un petit garçon, je me suis dit, mais il n'a pas d'avenir, en fait, tout simplement, quoi. C'est uniquement parti Et je ne sais pas, pourtant, bien évidemment, on est alerté en permanence, et l'écologie, on en parle de plus en plus. Mais je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase-là, en fait, elle m'a coupé les jambes. Et c'est ce déclic-là qui a fait en sorte que j'ai dit, OK, bon, je sais me servir de corde, je connais les arbres. Et puis j'ai commencé à faire ma première vidéo parce que je savais qu'il fallait aujourd'hui documenter les choses que l'on vivait. Et c'est parti de là, en fait, des vidéos, expliquer, montrer en action ce qu'on fait. Parce que voilà, on fait du live, ça pardonne pas les lives. À un moment donné, on ne peut pas nous mentir parce qu'on nous raconte tellement de bêtises sur ces médias complètement vérolés, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Absolument, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu parles de vidéos. Sauf qu'aujourd'hui, ta forme d'engagement ne se limite pas à des vidéos. Donc à quel moment tu te dis, les vidéos finalement ça ne suffit pas et je vais passer à un stade éventuellement supérieur et en ce moment-là, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce que tu espères comme impact supplémentaire par rapport à tes vidéos? Tu parles de l'art, on est bien d'accord? Absolument. Ouais. En fait, je suis musicien moi, depuis une trentaine d'années et j'ai aussi fait des cours de théâtre. Bon, je pense que, je ne veux pas jeter des fleurs peut-être aux artistes, mais je pense qu'on a une sensibilité bien plus décuplée peut-être que des personnes qui ne touchent pas et qui ne sont pas sensibles à l'art. Et le fait de faire de la musique, voilà, de faire du théâtre, en fait, on a créé avec Patrick Scheder qui était là à la table ronde juste avant, un spectacle qui s'appelle Éloge de la forêt. Parce qu'en fait, aujourd'hui, chaque matin, quand je me lève, je me pose la question et je me demande qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, quelle action on pourrait faire en supplément pour faire en sorte de toucher les gens, quoi. Parce que c'est très anxiogène, on allume la radio, on n'entend que ça, on a juste envie de la couper et puis d'aller d'aller faire autre chose, quoi. Donc si via le prisme de la culture, de l'art, du théâtre, du cinéma, on peut avancer et toucher les gens, je pense que ça fonctionne, quoi. Hier on était à la Nuit Blanche, on a joué à l'Académie du Climat, moi j'ai sorti ma guitare et puis au-delà de ça, moi c'est une soupape de sécurité, quoi, j'en ai besoin. Mon fils, c'est la plus grosse soupape de sécurité. La musique, c'en est une autre. Là, je suis avec une personne, voilà, parce que mon couple, elle a explosé. Donc, je suis avec une personne que j'aime profondément maintenant. On a besoin de tout ça. Et je pense que le nerf central de tout ça, c'est l'amour, en fait. Et là, l'amour, il n'y en a plus entre nous. C'est clair. Et cette perte de sensibilité. Mais je pense que si l'être humain ne retrouve pas sa sensibilité, s'il continue à pouvoir manger devant les informations, en regardant des morts et des cadavres et à continuer à manger son steak et que rien ne se passe, en fait, je pense que c'est la fin de l'humanité. Donc il va falloir retrouver un lien fort qui est tout simplement l'amour, quoi, tout simplement, quoi. Merci Thomas. Anaïs. Comment on fait pour devenir présidente de la Fresque du Climat? Je pose la question parce qu'au bras levé, il y a combien d'animateurs et d'animatrices de la Fresque du Climat dans la salle? Pas mal. Comment il peut faire pour devenir président ou présidente de l'association de la Fresque du Climat? Grande question.
Est-ce que je parle de le début de la flamme aussi Oui, absolument, absolument. Ok. Donc ravi. Bonjour à toutes les fresqueurs et toutes les fresqueuses et tous les fresqueurs qui sont dans la salle. Aujourd'hui, on est bientôt 100 000, donc c'est assez incroyable et donc on en croise souvent et j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est une de mes sources d'énergie de croiser des fresqueurs et des fresqueuses partout où je vais. Et donc, la flamme, le comble, c'est que je n'ai pas de point, je n'ai pas de déclic. C'est venu très jeune. Le premier souvenir que j'ai, et c'est mon premier engagement, en fait, ma première action, c'est il y a bientôt 20 ans. En 2006, lors de la sortie du film Une vérité qui dérange d'Al Gore, j'ai demandé au proviseur de mon collège d'emmener toute ma promo de 4e le voir. Voilà, donc ça c'est le premier souvenir. Donc je peux vous dire que là, déjà à ce moment-là, j'étais dans ce sujet-là. Et donc comme probablement beaucoup de gens parmi vous, j'ai connu ce sentiment de solitude, de brasser de l'air, de parler de ça et de ne pas être comprise, de ne pas être entendue, de ne pas réussir à être embarquée. Et cette solitude, elle m'a suivie assez longtemps. Et donc le jour où j'ai découvert la fresque du climat, ça a été la révélation, le coup de cœur de « Ah, enfin, j'ai un outil pour… » Alors, avant des amis, j'avais des amis quand même, hein, je ne parlais pas que de climat, de surtout pas parler que de climat, il n'y a pas que le climat dans la vie. Mais voilà, ça a été un peu le coup de cœur de ça y est, enfin j'ai un outil pour parler de mes préoccupations, des enjeux climatiques et même au-delà, parce qu'aujourd'hui il existe des fresques sur tout un tas de sujets. Et donc c'est là que commence l'aventure de la fresque du climat pour moi. Donc voilà, j'ai été fresqueuse, j'ai été référente en Égypte où j'ai vécu pendant 2 ans. Donc petite dissonance, hein, ça se discute. J'ai enseigné l'histoire-géographie et la géopolitique au lycée français d'Alexandrie pendant 2 ans. Donc du coup j'ai développé la fresque du climat là-bas, les premiers fresqueurs et fresqueuses en Égypte. Et ensuite je suis rentrée en France, je suis devenue salariée de la fresque du climat, je me suis occupée du développement international. Et j'ai démissionné pour m'investir localement en Bretagne sur les sujets de transition, de robustesse du territoire, autrement, en étant fresqueuse auprès de collectivités, d'entreprises, etc. Et puis après, voilà, la fresque du climat m'a rappelé, Anaïs, est-ce que tu ne voudrais pas rentrer au conseil d'administration? Donc du coup, j'ai un petit CV fresque du climat qui compte en fait pas mal. Pas si petit que ça. Hein. Oui, mais voilà, du coup, différentes casquettes, et ça compte beaucoup, parce qu'à ce moment-là, voilà, comme toutes les organisations, les organisations vives, traversent des périodes plus ou moins faciles. J'aime bien parler, on l'entend de temps en temps, de printemps, d'hiver. Et donc quand je suis arrivée, quand on m'a sollicité pour rejoindre le conseil d'administration, on était dans une période hivernale. Avec pas mal d'enjeux différents. Et il y en a un dont j'ai envie de parler parce qu'il explique pourquoi j'ai pris ce rôle de présidente. C'est que, comme dans toute organisation qui grossit hyper vite, aujourd'hui c'est plus de 2 millions de participants, c'est bientôt 100 000 fresqueurs, on est dans plus de 160 pays dans le monde. Il y avait plus de 50 salariés quand je suis arrivée à la fresque du climat. Enfin, c'est quand même une grosse machine qui s'est constituée hyper rapidement. Et en fait, on a pu constater, quand je suis arrivée, j'ai pu constater une forme de déconnexion entre ces différentes parties prenantes, que ce soit les fresqueurs, les fresqueuses, locaux, en ville, à la campagne, en France, dans les autres pays, les référents, parce qu'on a des référents par territoire qui animent les communautés locales, l'équipe salariée qui du coup était un peu déconnectée du terrain tellement immense, et puis la gouvernance aussi, le conseil d'administration. Et donc moi, avec les différentes casquettes que j'avais dans cette fresque du climat, je me disais, tiens, j'ai quelque chose à apporter. Et donc à l'époque, une fois élue au conseil d'administration, j'ai candidaté au poste de coordinateur du CA, coordinatrice du CA, qu'il y avait à l'époque. Et donc après la démission du président fondateur Cédric Langenbach, c'était assez naturel que je prenne sa place en tant que coordinatrice du conseil d'administration. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée là. Et voilà. Merci d'être là. Serge, à ton tour. Même question? Oui, non, pas même question. Enfin, ton cas est particulier parce que effectivement, déjà c'est Serge Jacquat, hein, vous avez vu son chapeau, c'est le seul à avoir un couvre-chef.
Et non, mais c'est surtout que tu as eu une vie, entre guillemets, normale, où tu as fait des études, tu as eu ton diplôme, tu as bossé dans ton domaine de manière, j'ai envie de dire, plus ou moins anonyme, où tu faisais ce que tu avais à faire. Et puis du jour au lendemain, tu t'es dit, ben, en fait, ça suffit pas, il faut que je mette un chapeau, je sois reconnaissable et que j'aille crier sur tous les toits qu'il y a un problème. Tu as commencé par les camps, puis les réseaux sociaux, et maintenant c'est tout en même temps. Il s'est passé quoi entre le Serge, j'ai envie de dire, d'avant et le Serge de maintenant? Alors, moi j'ai commencé, je suis passionné de météo déjà, de climat, j'ai commencé à faire des relevés météo à l'âge de 9 ans. Donc c'est à très très longtemps. En fait, j'ai fait ça toute ma vie. Voilà, depuis que je suis jeune, je fais ça. J'ai commencé à être chasseur d'orage, je suis photographe d'orage à l'âge de 12 ans. Et puis après, je voulais faire de la thermodynamique et de l'agrométéo à l'âge de 16 ans. J'ai passé mon bac, j'ai fait toutes mes études en agronomie et puis j'ai fait une thèse en agroclimatologie. Donc en fait, j'ai fait ce que je voulais faire. Et ma maman, quand elle me demandait, quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que tu veux faire dans l'avenir, je lui disais, je vais être chasseur d'orage et agroclimatologue. Et j'avais 9 ans. Et du coup, Thomas Pesquet, c'était je vais être astronaute. Bah, moi, c'était je vais être chasseur d'orage. Il faut de tout pour faire au monde. Puis après, j'ai fait ma thèse, c'est super. Je suis étudiant, je fais tout ça. Personne ne me connaît. J'avais déjà un chapeau de cow-boy à l'époque. Je ne l'ai pas mis pour passer à la télé. Ça fait 13 ans. Et puis, il y a des choses qui se sont passées. Le 28 juin 2019, il a fait 46 degrés ici, parce que j'habite là, je suis de là. Et les végétaux ont brûlé. T'habites dans le Coran ou... Non, je pourrais habiter dans la salle de conférence, limite. Ouais. Il a fait 46 degrés et les végétaux ont brûlé. Du coup, toute la surface des forêts a cramé, les vignes ont cramé, les oliviers ont cramé, qui sont les espèces les plus résistantes de France. Et puis, j'ai communiqué sur Twitter, alors qu'avant, on me connaissait dans les chasseurs d'orage, mais pas plus. Je communiquais, voilà, on a dépassé le seuil physiologique de résistance des espèces, il a fait 46 degrés, comme un scientifique qui va regarder tel article scientifique qui parle de ça, un truc tout plat. Et puis il y a BFM qui m'a contacté. Moi j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, je vais passer à la télé. Et puis je suis allé à la télé avec mon chapeau et mon Marcel, voilà. Et puis j'ai dit que oui, j'ai expliqué ce qui s'est passé, nous avons dépassé le seuil physiologique de résistance, ça va se produire plus souvent dans l'avenir, ça va cramer, voilà, c'est ce qu'on dit dans la science. Puis après il s'est passé le 8 avril 2021. Il y a eu un épisode de froid, après une floraison précoce, faux printemps parce qu'il a fait trop doux en mars, les végétaux ont fleuri, épisode de froid, du coup tout a cramé, pareil, 2 milliards d'euros de dégâts. Et puis, dans ma tête, moi en tant que scientifique, c'est une floraison précoce due au changement climatique et un truc de froid. Ça fait 20 ans qu'on en parle dans la science. Il n'y a rien à voir, tout le monde sait très bien ce qui se passe. Puis, en communiquant sur les réseaux sociaux, mon tweet il est parti partout. Il a fait le tour de France. Il est devenu viral. Il est devenu viral, ouais. Et puis, j'ai reçu un appel du ministre de l'Agriculture. Alors, et il m'a appelé, moi j'étais devant BFM parce que je surveillais un petit peu la situation. Et il m'a appelé et puis en direct il parlait sur BFM au téléphone et puis en fait il me parlait à moi quoi. Et là je lui dis comment je peux savoir que c'est toi? Il me fait allume BFM, je suis avec mon téléphone sur la caméra. Et du coup je lui dis ok. Et effectivement c'était lui qui m'appelait et il m'a dit je voudrais comprendre pourquoi dans un cadre de changement climatique nous avons eu des pertes dues au gel. Nous avons mis des moyens pour la canicule et la sécheresse, mais nous n'avons pas mis de moyens pour le gel. Je lui ai dit, mais attendez, monsieur, quand j'étais à l'INRA, vous avez commandé une étude, c'était il y a 15 ans, pour étudier les risques de gel dans un changement climatique, et on vous a dit que la floraison allait se décaler, c'est votre ministère qui nous l'a contacté, qui nous a payé pour ça, et vous avez lu l'étude? Ah bon, il y a une étude? Du coup, j'ai dit, à partir de maintenant... Je ne vais pas juste être le petit scientifique dans mon coin qui fait ces trucs-là. Je vais communiquer sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. C'est que tu as le scientifique qui a des connaissances, qui voit les choses se passer, qui dit c'est ce qui est prévu. Et je me suis dit non, c'est pas ce qui doit être prévu, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en place derrière pour éviter les pertes de rendement agricole. Puis après, c'est parti en cacahuète. Je me suis fait insulter tous les matins, etc. Voilà. C'est très intéressant, justement, parce que tu te fais insulter sur la base des informations que tu transmets, qui relèvent toutes, sauf erreur de ma part, de consensus scientifique. Comment tu le vis au tout début, comment tu le vis le fait que fait, tu dis la vérité, tu dis des choses factuelles et tu reçois des attaques parfois sur autre chose que l'information que tu transmets. Donc comment tu le vis ce moment-là? En fait, j'en ai rien à foutre. Voilà. Franchement.
je fais des captures d'écran et je les montre à mes amis. Eh, regarde, celui-là, il veut me taper pour que ma gueule soit aussi rouge que la carte que je viens de mettre. Tiens, enfin, bah viens me taper si tu veux. Enfin, voilà. Il y en a un qui me, là sur Facebook, il y a un groupe qui m'appelle Gros AK. Parce que a priori, j'ai pris 5 kilos depuis la dernière conférence. J'ai des problèmes de santé, bon entre nous voilà. Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Je peux gagner du poids, perdre du poids, mais je suis pas là pour faire un défilé de mode, les gens. Enfin. Les autres, c'est le mec au chapeau de cow-boy, comment il peut être crédible, comment il peut se prendre pour un docteur avec un chapeau de cow-boy. Enfin, et alors, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Et bon, c'est ça les attaques que j'ai. Mais je me serais déjà pendu si je devais les écouter, quoi. Je ferais le régime du camp ou je sais pas quoi pour perdre du poids. Et puis, non, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis né pendant la guerre. Je suis né pendant la guerre au Liban, je suis réfugié de guerre, je suis venu en France, ma famille, elle n'a pas à bouffer. Il y a des bombes qui tombent chez moi de la part du pays voisin. Bah, le reste, j'en ai rien à foutre. Je suis en France, j'ai de quoi bouffer, je suis vivant. Bon, je ne vis pas non plus comme un roi. Hein, que tu viens me dire que mon chapeau est moche et que je suis gros, j'en ai rien à foutre. Et puis, autre chose, je ne changerai pas le monde tout seul. Moi, j'apporte mes graines, je les sème comme ça. À prendre ou à laisser. S'il y a un maïsiculteur qui vont continuer à faire du maïs dans le sud-ouest de la France, mais qui continue, c'est pas moi qui va crever, c'est lui en fait. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont, et en réalité, en prenant du recul, maintenant, depuis 4 ans que je fais ça, je reçois des mails de personnes qui me disent « Vous m'avez ouvert une vocation, merci. J'ai planté des oliviers ici, je plante du kaki ici, j'ai fait des clémentines, j'ai changé de truc formation scolaire, je suis en train de faire de l'agronomie. » C'est 4 ans après. Et j'ai fait mon petit bout. Et à côté, il y a d'autres personnes qui ont fait leur petit bout. Et à force de faire des petits bouts, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, vous savez très bien, vous êtes des shifters. Hein. Voilà, en fait, le but, c'est pas de se dire « je vais changer le monde tout seul ». Il y a d'autres personnes qui vont le faire. Et moi, je fais comme je peux. Et dans ma petite existence sur 8 milliards d'êtres humains, sur une Terre qui a 8 milliards d'années, je fais comme je peux. Et en prenant ce recul-là, eh ben en fait, j'en ai rien à foutre. Voilà. Merci Serge. Flore, j'ai une question pour toi également. Comment on passe de haute études, de politique, de commerce, avec une carrière qui t'était plus ou moins promise dans l'industrie du luxe et du marketing aux États-Unis accessoirement, à ce que tu fais maintenant? Il s'est passé quoi? La vie, ses surprises, ses épreuves. Moi, je réfléchissais à ta question en vous écoutant les uns les autres et je pense que j'étais très touchée par ce que tu viens de dire. Je crois que dans les parcours de militants qui tiennent longtemps, il y a un vécu personnel de l'injustice. Il y a quelque chose qui vient vous marquer au corps, qui est, digéré ou pas, mais qui fait que pour moi, le foyer de la flamme, c'est ce vécu personnel de l'injustice. C'est pas de la posture de salon, quoi. Et donc pour ma part, c'était avant tout ça, c'était le vécu d'une injustice quand j'étais enfant, une forme d'agression en fait. Et j'ai enterré tout ça dans un corps de jeune fille qui voulait être parfaite, donc qui a fait des grandes études, qui a voulu plaire à tout le monde, qui a voulu surperformer presque. J'étais entrepreneur à New York à 24 ans dans la première bulle Internet. C'était au siècle dernier, mais voilà, j'étais vraiment dans les mantras de l'époque, quoi. Et ma grande chance, et je sais que ici c'est un espace de sécurité pour le dire, c'est d'avoir été témoin, si ce n'est victime, du 11 septembre, que j'ai vécu à rebours de tout le monde à New York. Puisque moi, je n'ai pas du tout avalé ce que l'Amérique nous disait sur eux, c'est les méchants et nous, c'est les gentils. Moi, j'ai ressenti, sans nécessairement avoir les bons mots à l'époque, que là, il se jouait peut-être le début de la fin, dans laquelle on est d'ailleurs, une espèce de retournement ou répétition. Et j'ai eu cette espèce de moment de lucidité où je me suis dit, mais en fait, ces bombes qui nous reviennent, c'est la somme de nos injustices. C'est ce qu'on envoie au monde, en fait. C'est le boomerang qui nous revient. Et donc, tout ce que j'avais construit de sécurité pour moi-même, la jeune fille parfaite voilà, j'arrive même pas à le dire, va s'effondrer, en fait. Et donc, ça s'en est suivi un passage de grosse dépression, donc assez jeune. Et peut-être ça s'appelait l'éco-anxiété. Peut-être, j'en sais rien.
Et puis j'ai voulu comprendre ce que j'avais vécu. Et finalement, ça fait 20 ans que ça dure et ça n'a pas loupé. J'ai réorienté ma vie professionnelle pour qu'elle corresponde à ma quête, ce que font les militants d'ailleurs. Mais je ne savais pas que c'était ça. Donc j'ai commencé à étudier pourquoi on en était là. Et finalement, moi j'avais fait des études de macroéconomie à HEC. Bon, j'ai été étudier le système, quoi. Et j'ai compris que, oui, ce qui nous tient, c'est la corruption morale. Bien sûr, c'est le too big to fail, et on est tous dedans. Et c'est bête comme la pluie. Pardon, la pluie, c'est très intelligent. C'est bête comme moi, si vous voulez. Pardon, excuse-moi. C'est une bénédiction, la pluie. Quoi ? Comme un climato-sceptique. Ah oui, non, moi je suis pas... Oui, d'accord. Mais bon, j'étais loin des sujets d'écologie. Moi, j'étais vraiment sur la question de l'injustice. Vraiment. Et merci Anaïs d'avoir dit qu'il n'y a pas que le climat dans la vie. Je veux vraiment... J'essaye de convaincre tout le monde que tout ça, c'est interdépendant, en fait. Et qu'on a fait une erreur, ou qu'on fait une erreur, quand on sépare les questions de climat du reste de nos problèmes. Tout ça, c'est interconnecté à notre système économique. C'est ça la cause racine. Tant qu'on n'en bouge pas, il n'y aura rien qui changera. Donc... J'y viens. Et donc, comme toi, celui qui m'a... Donc là, bon an, mal an, je fais mes études, je commence à sortir mes bouquins, je commence à avoir la possibilité d'écrire des papiers, et puis je documente, et puis je passe de l'emprise de la finance sur nos vies, à l'emprise de la technologie sur nos vies, à la collision politique, médias, finance. Bref, je mets les doigts dans la prise de ce qui nous arrive. Et puis je suis sûre... je deviens assez proche de pas mal de lanceurs d'alerte, dont Edward Snowden, que je vais rencontrer à Moscou. Je fais un film avec lui. Et là, il me dit ce que tu viens de dire. Parce que c'est en 2016. Et il a donc renoncé à sa vie pour nous prévenir de la cochonnerie que tu utilises régulièrement sur la façon dont ça noyote et dont ça va finir par manger ce qui nous reste de liberté, à savoir nos idées, nos cerveaux, nos intimités. La guerre cognitive, en fait. On est dedans. Sauf qu'il le dit en 2016 et il nous a prévenus et tout le monde s'en fout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 claps, il y a eu 3 manifs à Berlin et puis c'est tout. On a repris nos Google, on a repris nos iPhones, on a fait comme si ça n'existait pas. Et quand je vais le voir, je suis en colère. Et lui est réfugié, enfin je sais pas, il a un statut bizarre en Russie. Et j'arrive à le voir et je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça en fait ? Est-ce que tu regrettes ? C'était quoi ton but ? Et comment tu tiens maintenant ? Petit aparté, comment tenir quand rien ne tient ? Pour moi, c'est la question aujourd'hui, qu'on soit militant ou pas militant, qu'on soit parent, enfin peu importe. Mais et je lui pose la question et il me dit, mais en fait, ce qui compte pour moi, c'est de mettre ma brique quelque part en espérant que quelqu'un d'autre mette sa brique par au-dessus. Ça s'appelle l'esprit des cathédrales. Quand il me le dit, je ne le comprends pas. Je me dis, perché. Hein. Sauf que c'est juste, en fait. Et ça devient de la nuit des temps. Et là, je vous le donne. C'est un truc qui est l'esprit des bâtisseurs, en fait. Et je pense qu'on en est là. On est face à un changement dans lequel on est face à une page blanche totale. Et on ne peut pas s'attendre à autre chose. Et on ne doit pas attendre autre chose que juste l'espoir, le fol espoir de mettre sa brique quelque part en espérant que quelqu'un d'autre s'appuie sur cette brique pour mettre sa brique par autre chose. C'est comme ça qu'on a construit les cathédrales, les pyramides, les mosquées, tout ce que vous voulez. Les grands édifices, c'est des personnes qui étaient capables de s'engager pour un édifice dont ils savaient pertinemment qu'ils ne verraient pas la fin. Et donc ça, pour moi, c'était la grosse claque. Et juste après ça, mon fils m'a dit « Maman, ça veut dire quoi ? La planète va mourir ». Il avait 7 ans. Et là, j'ai pris une décharge dans le cœur, parce qu'avec tout ce que m'avait dit Snowden et les autres, j'étais sûre que je planais, j'avais tout compris. Et là, quand votre enfant vient vous interpeller là-dessus, eh bien, je me suis rendu compte que peut-être que j'avais toutes les courbes du GIEC, toutes les infos, toute la connaissance sur la collusion médias, politique, finance, la façon dont la techno, ceci, cela, l'affluence de l'argent en politique. Sauf qu'à la question de mon fils, qui est finalement comment vivre dans ce monde-là, j'avais rien. Et donc, j'ai tout arrêté. Et j'ai été faire Bigger Than Us, qui est sorti il y a 4 ans, donc ce film sur 7 jeunes partout dans le monde qui s'engagent pour leur communauté, sur le climat, mais aussi beaucoup sur les questions de démocratie, de conditions des femmes, de liberté, d'accueil des réfugiés, de sécurité alimentaire aussi, j'ai quelqu'un de présenté.
eh bien, ça fait 3 ans et demi que je suis sur les routes avec ce film. On a fait 4500 projections en 3 ans et demi, 650 débats pour moi. Ça n'arrête pas. Pourquoi ? Parce que oui, l'art, l'objet artistique est un moyen de nous lier et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout est fait pour nous séparer en fait. Tout est fait quotidiennement pour qu'on se sépare, pour qu'on se méfie, pour qu'on ait peur les uns des autres, qu'on ait peur de demain, qu'on ait peur de l'autre cause, alors que c'est la même et seule humanité sur le même et seul petit bout de caillou projeté à une vitesse folle dans un vide intersidéral. Et que ça, eh bien, il faut le marteler, et ça, c'est ma pierre. Voilà. Bravo. Emmanuel, alors toi tu es éco-psychologue. J'ai 2 questions pour toi. Comment on devient éco-psychologue? Parce que psychologue, je connais. Éco, je sais ce que ça veut dire, mais les deux ensemble, c'est un peu plus nébuleux. Et ensuite, en deuxième question, faisant écho aux propos de Flore à l'instant, qui disait que finalement, l'injustice, c'est le foyer de la flamme. Est-ce que, selon toi, il y a des mécanismes psychologiques qui expliquent que, quelque part, ces injustices ou d'autres choses, éventuellement, expliquent qu'il y a une flamme qui s'allume et qui, derrière, mène à des formes de militantisme? Je vais répondre d'abord à ta deuxième, et peut-être je ferai la première. En fait, je crois que... Peut-être, merci beaucoup. Je sais pas, on verra s'il y a le temps ou pas. Je peux m'en aller si tu veux. Non, c'est parce que je suis une tchatcheuse, alors vu qu'on a pris beaucoup de temps, je peux réduire, quoi. Du coup, en fait, là, les témoignages, ce que vous avez posé, déjà merci, parce que c'est d'une authenticité qui est énorme. Et dans cette authenticité, on a toutes les réponses des mécanismes qui sont à l'œuvre dans l'engagement. Et on va avoir des théoriciens comme Budet et tous les collègues qui disent voilà, en fait, on a une interaction de facteurs qui montrent qu'on s'engage. Donc, dans ces facteurs, on doit y mettre des forces affectives. Et dans ces forces affectives, on les a entendues. Ça va être qu'est-ce qui nous touche profondément, comment on est touché par la souffrance du monde. Et que ce soit des souffrances des vivants humains ou autres qu'humains. Et cette sensibilité et cet affect va donner la flamme qui fait qu'on va passer le cap de l'engagement, du changement. Il dit aussi, c'est pas suffisant, il faut aussi des forces de comportement, donc des forces d'action qui nous aident à persévérer dans cette longueur de l'engagement et aussi de la transformation. Et bien sûr, et on l'a entendu, et je te remercie Serge, il faut des forces cognitives pour pouvoir réconcilier les aspects positifs et négatifs de l'engagement, qui sont certaines, qui sont là. Et ce que j'entends, c'est que plus l'engagement se fait, en fait, plus soit on s'engage dans le processus, plus on se transforme soi-même, mais plus du coup on se radicalise au sens étymologique du terme, c'est-à-dire on va s'enraciner profondément dans cet engagement-là. On va faire mycélium avec les autres engagements. Là où on est, en fait, on vient reconnaître l'autre. On le remercie d'ailleurs d'être là, parce qu'on ne peut pas être partout. Et c'est grâce à cette force, cette solidarité-là, en fait, aussi qu'on tient sa position. Mais plus on va dans cette radicalité, et plus, forcément, on a aussi, de par notre changement, de par notre position, du système qui a du mal, lui, à accueillir ce mouvement, donc qui renvoie du négatif. Donc c'est... En tout cas, toutes ces petites clés, on voit de mécanismes qui fait qu'en fait, on va vers l'engagement. Et en fait, cet engagement, c'est ce qui fait qu'on va basculer à l'intérieur. À un moment donné, on sent qu'on a une trop grande tension de dissonance cognitive entre la manière... Moi, c'est mon cas. Je suis une femme qui a été élevée dans la glaise de cette société, avec les paradigmes du patriarcat, avec les paradigmes du capitalisme, avec les paradigmes aussi du colonialisme. Et en fait, dans ces paradigmes-là, j'ai grandi, je suis formatée à ça, que ce soit tant dans mes croyances que dans mes comportements. Et plus, en fait, je vais sentir cette dissonance, à un moment donné, je vais avoir besoin de lâcher cette tension. Et c'est aussi ce qui fait qu'on s'engage pour retrouver de l'ordre, en fait, remettre de l'ordre dans sa vie, et surtout écouter cette voix du cœur. Très bien, merci Emmanuel. Tu parlais justement du fait qu'on se radicalise. C'est pas un mot, c'est un mot qui peut faire peur, mais c'est surtout du fait de son ancrage dans son engagement. Et j'imagine que
tu as dû rencontrer dans ton parcours différentes personnes qui ont ce parcours-là d'engagement et qui, peut-être à certains moments, ont des downs, comme on dit, des moments difficiles. Est-ce que, pour toi, il existe des mécanismes, une fois de plus, qui expliquent qu'il y ait potentiellement une sorte de burn-out spécifique aux personnes qui s'engagent pour défendre des causes, contrairement à des burn-out que j'ai envie de qualifier, c'est peut-être mal formulé, de classiques, c'est-à-dire les autres burn-out, entre guillemets. Des mécanismes qui font que ça bascule dans le burn-out, en fait, de ce que j'observe, parce qu'il n'y a pas eu d'études, donc ça ne va pas être très probant ce que je vais dire, mais de ce que j'observe, il n'y a pas de grande différence avec le burn-out classique. Par contre, ce qui va être différent par rapport au burn-out classique, ça va être de permettre de comprendre aux militants, aux militantes, aux activistes, de comprendre que c'est un cycle. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de ce moment d'effondrement. Le truc, c'est d'arriver... Toute la subtilité, je parlais de thermodynamique, c'est exactement ça. Toute la subtilité, c'est ne pas résister. Voilà. Plus on résiste au changement qui doit s'opérer, à la fatigue qu'il y a, et plus l'effondrement, il va faire très mal. Et il faut juste faire en sorte que ce moment d'effondrement, qui est un moment transformatoire nécessaire, se fasse. Pourquoi c'est cyclique? Parce que, comme j'ai dit, si on arrive à comprendre que l'engagement, c'est pas qu'un engagement conceptuel, on le voit, enfin, je vous remercie, on sent que ce que vous engagez, c'est totalement votre être entier incorporé, tu as employé le mot corps, le cœur, les concepts, c'est tout ton être en fait qui change. Et donc, c'est une réponse, c'est ça la transition intérieure, c'est une réponse intérieure-extérieure. Et du coup, l'engagement, il ne va pas être linéaire. Ça va être que tu vas t'engager, tu vas faire, et à un moment donné, le réel, que tu ne pouvais pas voir avant, il va venir t'impacter. Un chiffre, tout d'un coup, va prendre sens, va venir te ronger, va venir te bouger, en fait. Une injustice profonde. Et à ce moment-là, en fait, tu vas replonger, mais pas dans une dépression, pour te transformer, pour aller chercher des forces encore plus grandes d'ancrage. Et donc ce burn-out, il ne faut pas non plus, enfin c'est le message que j'ai besoin de poser, il ne faut pas en avoir peur, il est un cycle, il est une spirale, le tout c'est être entouré, avoir du réseau, tu as parlé, être vraiment nourri en fait dans l'amour, dans le soutien, parce que c'est nécessaire. Et je crois que la différence entre le burn-out militant et le burn-out classique, c'est que le burn-out militant, il arrive parce qu'il y a une énorme invisibilisation de par les structures des luttes, parce qu'il y a une injustice profonde, et ça je le vois moi en tant que psychologue, on a tendance à toujours faire « oui, alors tu vas me parler de ta maman ou de ton papa ». On s'en fout en fait, là, on ne parle pas de maman, papa, on parle d'un État, on parle de structure, on parle de politique, qui derrière ne veulent pas entendre et qui incitent à la violence, et qui, malheureusement, quand on fait un tout petit truc violent, eh bien, à ce moment-là, on est traité de radicaux, on est traité d'extrêmes, on va en justice. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est normal, en fait, de vivre un moment d'effondrement face à ça. C'est très intéressant parce que tu évoques ce changement presque psychologique d'état de personnes qui s'engagent. Et je veux vous entendre à tour de rôle, que vous nous racontiez si vous avez vécu ça, j'imagine oui, à un certain moment. Thomas, est-ce que tu as vécu ce genre de situation, ces symptômes de fatigue ou éventuellement de perte de sens? Alors fatigue plus que physique, mais plutôt de perte de sens en raison de ce sentiment qu'elle décrivait tout à l'heure, Emmanuel. Oui, alors moi je ne vais pas vous cacher, moi j'ai rien à cacher de toute façon. Je pense que les gens qui ont des choses à cacher, c'est pas déjà honnête. Moi je suis parti, j'ai fait un burn-out après ma grève de la faim de 40 jours et ma grève de la soif d'une dizaine d'heures. Juste, excuse-moi de t'interrompre, mais ça vient d'où ça déjà, la décision de faire une grève de la faim? En fait, moi je suis non violent, je sais pas, la violence c'est pas dans ma nature, je suis toujours bienveillant. Et je me disais que, en fait, c'est vrai que j'ai fait du mal à mon corps, en fait, mais c'était pour éveiller l'opinion publique, en fait, à la problématique de cette autoroute A69, là. Il se trouve que, ouais, c'est des décisions qui sont dures à prendre, mais le jour où j'ai pris cette décision, je vais juste vous refaire le contexte. On devait grimper les arbres à Vendine dans la nuit, on devait les regrimper parce qu'en fait ils avaient à nouveau possibilité de les abattre à partir du 1er septembre. On les avait déjà sauvés une première fois.
Et du coup, on s'est retrouvé face à une soixantaine, il y avait 120 gendarmes, je crois qu'il y avait 4 gendarmes par arbre. Il y avait des hélicoptères avec des caméras thermiques, il y avait des chiens, voilà, il y avait des chiens de la gendarmerie, il y avait des lunettes de vision nocturne pour savoir si on était dans les maïs et tout. Il y avait des gros projecteurs de chantier. En fait, il nous a été impossible ce soir-là de regrimper les arbres. Enfin, voilà, en aparté, vous voyez un petit peu les moyens que l'État est prêt à mettre en place et l'argent que ça coûte, alors que l'éducation nationale et j'ai envie de dire, les hôpitaux sont en train de crever. Mais au-delà de ça, en fait, ce soir-là, je voyais que j'arrivais pas, la tête abatteuse est arrivée. C'est une grosse machine, en fait, qui a une scie au bout de son bras. Ils ont descendu la tête abatteuse. Et là, j'ai dit clairement, si vous touchez un seul de ces arbres, j'entre en grève de la faim, quoi. Voilà. Donc là, j'ai alerté tous les gendarmes. Et puis c'est parti. Ça n'a même pas été réfléchi. En fait, c'est quelque chose qui est sorti sans que je le mentalise, en fait. C'est comme ça. Et puis de là, quand vous le dites, vous le faites, quoi. Voilà. Et puis c'est parti sur 40 jours. Et puis au bout des 40 jours, comme j'y arrivais pas, j'avais déjà perdu 11 kilos. J'avais dit, j'étais pas le seul, je tiens à le signaler, il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait ça aussi. Je veux pas toujours m'attribuer les lauriers de cette action. Mais voilà, après au bout de ça, j'ai fait une grève de la soif qui a duré 10 heures où j'ai perdu connaissance. On est allé très loin en fait, on a frôlé la mort. Et voilà, et à la suite de ça, donc ça s'est terminé. Et je suis rentré chez moi. En fait, j'ai plus voulu voir personne d'autre que mon fils, mon chien, mes moutons, mes poules. Je voulais plus voir d'êtres humains en fait, parce que je me disais démerdez-vous en fait. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai failli passer. Et je me disais mais pourquoi en fait tu te prends la tête alors que tout le monde s'en fout? Sauf que le matin, au réveil, en fait, la seule source et la seule personne qui arrivait à recharger mes batteries, c'était mon fils. Et tous les matins, je regardais, je suis désolé, tous les matins, je regardais mon fils au petit déjeuner et je voyais dans ses yeux, en fait, qu'il y avait l'avenir, quoi. Et on n'a pas le droit de... Oh, je suis désolé, je suis fatigué en plus, là. Et non, désolé, parce qu'en fait, l'idée, c'est... Enfin, quand on voit le texte derrière, comment garder la flamme, je suis en train de... Ok, c'est bon. Non, je suis reparti, c'est bon. Je suis bien. Donc, en fait, non, mais tout simplement, je voyais dans les yeux, dans les yeux de mon fils, dans ses yeux qui s'ouvrent vers l'avenir. En fait, je me disais, mais j'ai pas le droit de laisser tomber, en fait, quoi. Et puis de là, en fait, comme là, voilà, j'étais un peu bad parce que je viens de vous dire une histoire triste, mais là, vous voyez, à nouveau, je suis reparti. Et en fait, c'est comme ça. On n'est pas linéaire. En fait, l'être humain n'est pas linéaire. Il faut pas avoir peur de ses faiblesses. Il faut pas avoir peur, peut-être d'avoir du courage aujourd'hui. L'étymologie du mot courage, c'est le cœur. Je pense qu'on a clairement oublié qu'il faut arrêter de penser avec ça tout le temps et qu'il faut penser avec ça, quoi. Si vous pensez avec ça, en fait, vous êtes capable de défoncer des montagnes, quoi. Voilà ce que j'ai à vous dire, quoi. Merci Thomas. Flore, je crois savoir de ton propos précédent que toi, cette période, c'était probablement sur la fin de ton étape, de ton aventure américaine avec le 11 septembre, ou c'était avant ou après? Ah non, moi je suis multirécidiviste des dépressions, vous rigolez ou quoi? Ça fait partie de la vie, ça fait partie de... C'est là que ça se passe en fait. On fait une erreur absolue de dire toujours enjoy Coca-Cola, quoi. Enfin, c'est à tout point de vue. C'est cyclique, j'ai adoré que vous en parliez. Et j'ajouterais l'étymologie du mot courage, c'est cœur, mais c'est rage, c'est la rage du cœur. Donc, on nous a mis dans un système dans lequel il faut absolument être lisse et imprenable, il faut tous qu'on soit pareil, et qu'on mange tous la même chose, et qu'on pense tous la même chose. Mais c'est une libération d'avoir des émotions, c'est une libération de pleurer, c'est une libération parfois, pardon, mais d'avoir l'espace pour s'effondrer. Bravo, merci
de vous mettre au service des personnes qui souffrent. C'est l'humanité. Voilà, et ça, je pense qu'il y a un premier truc à dégommer, c'est quand même la croyance qu'on doit toujours être parfait et aller bien. C'est pas vrai. Et c'est nos... Et moi, je me nourris de cette rencontre, en fait, parce qu'effectivement, c'est nos vulnérabilités qui font nos forces, et c'est pas juste un effet de style. Donc, quand je dégringole, je ne vais pas vous dire que je fais youpla boum, c'est pas vrai. Mais j'essaye d'accueillir, et j'ai moi aussi des personnes qui m'aiment et qui m'aident dans ces moments-là à me dire, bah voilà, tu vas chialer un coup, et puis t'inquiète pas. Et puis il y a toujours un truc qui me relance, en fait. Et ce qui me relance, moi, il y a mes enfants, c'est vrai, c'est infini. Mais il y a vous, en fait. Moi, ce qui me relance, et s'il vous plaît, continuez, c'est que vous organisiez des projections. Je me soigne, c'est vous ma thérapie, en fait. J'y vais, on partage le film, vous pleurez. Et donc, moi... Non, mais c'est vrai. Non, mais de mes larmes, j'ai fait quelque chose et on en parle, parce que c'est catharsitique, en fait. Et je crois que l'une des grandes impasses contemporaines, c'est l'indifférence. Pour ces raisons de sécurité personnelle. En fait, je me tourne vers la psy, mais j'ai l'impression qu'on nous a tellement fragilisés narcissiquement qu'on ne s'autorise pas nos dépressions, qu'on ne s'autorise pas nos moments de bad, qu'on ne s'autorise pas nos larmes, et là, on est encore plus fragile. Donc, il y a un truc là, je me tourne vers toi, mais qui est de l'ordre de la sécurité intérieure, en fait. J'ai bien aimé ton point sur la racine et la radicalisation, et comment c'était pas que une colère qui ne se maîtrise pas, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a certainement plein de polysémies dans ce mot-là, mais j'ai adoré le fait que ça nous enracine. Et ça, c'est vraiment aussi une bascule qu'on pourrait faire. En tout cas, il y a quelque chose que j'aimerais vous transmettre sur mon ressenti à moi, puisqu'effectivement, j'ai démarré ma vie de militante et d'activiste finalement en essayant de dénoncer. Donc les Goldman Sachs de la Terre, les Google, je me les suis tous pris. Et vraiment, j'ai écrit des bouquins, j'ai écrit des articles. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, heureusement pour moi. À l'époque, je n'aurais pas du tout eu ta surface pour résister à ça. Mais voilà, j'ai été intimidée. J'ai eu ça. Et se lutter contre, où finalement je suis descendue dans le moteur du réacteur et j'ai essayé de comprendre ce qui nous tenait, m'a fait beaucoup de bien au terme égotique, parce que j'avais l'impression de maîtriser la situation, de maîtriser le dessous des cartes. Mais moralement, ça m'a foutu à plat, parce que, c'est débile, et surtout, je me suis sentie toute seule, et j'ai découvert autre chose que j'ai l'impression que vous prenez, c'est la force du système en face, en fait. Et plus vous tapez dedans, plus il est fort. Et ça, moi, c'est mon ressenti. Je ne dis pas que c'est une étude scientifique, mais j'ai l'impression, en tout cas, mon expérience, c'était que quand je le dénonçais, c'est là d'ailleurs où mes livres ont le mieux marché. Quand je le dénonçais, bah oui, ça prenait, parce qu'en fait, ce système, il se répète sa critique. Vous lui tapez dessus, il en fait un spectacle. Et ben à la fin, moi, ça m'a détruite, en fait. Et j'ai réussi à sortir d'un grand moment. C'est plus que de la dépression, c'est une question presque éthique de quelle est ma position, de quel est mon rôle, de quelle est ma mission. Et puis ça m'a rendu beaucoup plus acceptable pour mon entourage aussi, quand j'ai commencé à lutter pour. Lutter pour, c'est presque le deuil de se dire, bon, ce truc, c'est, voilà, pardon, mais moi, je vais essayer d'aller trouver des solutions pour mon fils. Je vais essayer d'aller lui dire comment vivre, ce qui est possible, vers qui il se tourne, quels sont les modèles à suivre, quelles sont les personnes, les valeurs, les comportements qui font que, en fait, juste, on se sent à sa place, avec une utilité, avec un groupe pour lequel on compte et qui compte pour nous. Et ça s'appelle une vie juste, en fait. Et depuis que je suis dans la lutte pour, j'ai beaucoup moins de moments dépressifs. J'ai des moments dépressifs dans 2 cas, quand je suis dans la lutte contre et quand j'attends un résultat. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'esprit des cathédrales. Parce que ça permet desserrer la focale. C'est OK de ne pas voir le résultat
de vos actes. C'est bien plus grand que vous. On est effectivement un tout petit maillon d'une chaîne qui est monstrueusement grande. Et qui on est pour croire qu'on va changer quoi que ce soit. Par contre, le fait de permettre à cette chaîne de continuer à vivre, ça, c'est le rôle de chacun. Et ça, c'est accessible. Et ça, c'est dans tous les actes du quotidien. Merci Florent. Serge, finalement, toi, tu fais du militantisme numérique. Et est-ce que tu trouves que, malgré le fait qu'il y ait un écran qui te sépare des personnes qui t'insultent ou qui t'attaquent, il y a quand même un risque d'exposition au burn-out militant? Et est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Je te déteste, Nelson. Je t'adore. Quand je suis arrivé de la guerre du Liban, quand j'étais plus jeune, c'est mes parents qui sont partis, on s'est installé enfin, on a trouvé refuge plutôt à Versailles. Alors, vous pouvez m'imaginer au scoutisme et au caté à Versailles faire de grandes études et moi, quand j'étais plus jeune, pour m'intégrer dans la société française, je me disais, fais comme les autres, vas-y, fais tes études, fais ta prépa. Et je suis arrivé en prépa, j'ai fait mon chemin et un de mes amis s'est suicidé face à la pression de l'élitisme qu'on devait faire parce qu'on était l'avenir de la France. Et là, j'en ai rien à foutre. Je vais m'habiller comme je vais enlever ces mocassins de Versailles là, et puis ces trucs Cyrillus. Moi, je vais avoir un chapeau de cow-boy. Ah, c'est de là qu'il vient le chapeau. Et là, les gens ont commencé à changer de trottoir quand je passais dans la rue. Et j'en ai eu rien à foutre. J'ai fait, je phagocyte ton énergie et je la mets en moi et je continue. Et après, je suis arrivé à l'école d'ingénieur. J'ai fait mon école d'ingénieur. J'ai fait ma thèse parce que je voulais apprendre pour faire ces grandes études, pour pouvoir les appliquer à quelque chose d'utile. Pas les appliquer à autre chose qui ne serait pas forcément utile pour la planète. J'avais un colocataire qui me disait souvent on va trop vite, on consomme trop. Il n'était pas dans le moule. Alors moi, je l'étais plus ou moins, mais lui était vraiment en dehors. Il voyait les choses passer et il avait fait déjà plusieurs dépressions et puis il vivait avec moi et un jour, il s'est fusillé. Voilà. Du coup, pour la deuxième fois de ma vie, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose quand même. Enfin, c'est pas les personnes qui te parlent autour de toi, utilise ton cerveau pour faire quelque chose. Du coup, j'ai dit, je prends son énergie. Cette fois-ci, j'avance. Cette fois-ci, en fait, ces personnes qui laissent leur vie parce qu'ils se sentent pas en fait dans ce système, ce monde en fait qui les entoure et qui les met à côté. Moi, j'ai pris leur énergie et maintenant j'ai dit je vais tout défoncer. Cette fois-ci, avec moi et avec eux, en fait, en réalité, on va le faire. Je vais apporter ma petite pierre aussi. Ce ne sera pas une pierre tombale, hein, ça sera une pierre de cathédrale. Et puis après, il y a des gens qui vont rajouter leur pierre par-dessus. J'ai appris derrière que je ne pouvais pas tout défoncer tout seul, mais qu'on défoncera à plusieurs. Et donc, voilà, chacun apporte sa pierre. Et oui, du coup, c'est des moments où je n'ai pas été très heureux dans ma vie, je l'accepte. Et maintenant, j'en ai rien à foutre. Voilà. Merci Serge. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de pleurer en public, mais d'habitude je fais une conférence avec des chiffres et des graphiques et je fais mon scientifique, quoi. Si je peux juste rajouter quelque chose, en fait, personne n'est en burn-out là sur la scène. Non mais, on vous le dit. Merci.
Anaïs, et toi, ta situation, elle est particulière parce qu'il y a Anaïs, militante, engagée. Tu nous as raconté ce parcours vers ton statut actuel de présidente de la Fresque du Climat. Mais aussi Anaïs qui est quelque part garante de la santé mentale notamment, de toute cette communauté de fresqueurs. Tu disais, vous êtes 100 000 aujourd'hui, nous sommes 100 000 parce que je suis fresqueur. Et dans la salle, il y en a plusieurs dizaines. Comment tu fais face déjà personnellement et comment aussi tu gères quelque part ces moments difficiles que traversent probablement beaucoup de fresqueurs? Alors, c'est pas facile de passer après vous. Hein. Donc, ouais, c'est particulier parce que, en effet, il y a la partie de moi qui agit vraiment concrètement et donc à travers différentes actions. Et il y a la partie de moi présidente où je suis un peu plus dans l'organisation, la stratégie, la gouvernance, pour permettre à l'association et à ses membres, à toute la communauté de fresqueurs et de fresqueuses, d'avoir un maximum d'impact. Donc voilà, donc la dernière, alors moi j'ai la chance de ne jamais avoir fait de burn-out. Pour l'instant. Alors non, on va pas dire ça. Parce que pour le coup, je touche du bois, c'est pas du bois ça. Donc on peut s'arranger si tu veux. Hein. Je te donne des cours. Non, mais je l'ai frôlé plusieurs fois. Et donc je peux notamment parler de ce qui m'a sauvée, et notamment l'année dernière. Certains fresqueurs et fresqueuses dans la salle savent que l'année 2024 a été vraiment très particulière, et pour moi en première ligne. Et en fait, j'ai vraiment frôlé plusieurs fois le burn-out. Et donc, ce qui m'a sauvée, il y a plein de choses. La première chose à laquelle je pense, c'est le collectif. Parce que donc, voilà, je suis présidente, on voit ma photo, mais en fait, il y a tout un conseil d'administration avec moi. Et l'année dernière, et encore aujourd'hui, j'ai vraiment eu de les remercier parce que c'était collectif ce qu'on a fait ensemble. Et sans eux, j'aurais fait un burn-out. Et donc ça, c'est vraiment la première chose. Et donc la deuxième chose, parce que pour que ça marche, pour pouvoir bénéficier du soutien du collectif, il faut savoir demander de l'aide. Et avant de savoir demander de l'aide, il faut savoir qu'on a besoin d'aide. Donc en fait, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment une écoute de moi-même, reconnaître les moments où je ne pouvais plus et où le vase était presque plein et menacé de casser, et de me sentir à l'aise et en confiance pour pouvoir le dire, là ça va pas, et là la force du collectif derrière qui prend le relais, le temps que je puisse faire une pause, que je puisse reposer, la tolérance des gens quand à plusieurs reprises j'ai annulé. À un moment, ça m'est arrivé pendant un mois, le mardi soir, je me disais en fait j'en peux plus là, ça y est, et du coup j'ai annulé tous mes rendez-vous que je pouvais annuler, donc je gardais les plus importants, mais du coup j'avais un rythme plus light pour les 3 jours suivants de la semaine. Donc c'est pas très sympa quand ça fait 2 fois que tu annules un rendez-vous, mais en fait les gens, quand ils connaissent la situation, ils soutiennent, ils acceptent. Donc vraiment ça m'a complètement sauvée. Alors moi je me suis souvent posé la question, mais pourquoi tu t'infliges ça? Et en fait, voilà, presque 100 000 fresqueurs et fresqueuses qui attendaient qu'on s'en sorte, qu'on avance, que l'association ait de l'impact, etc. Et donc ça a boosté, ça a donné de l'énergie, ça m'a rappelé pourquoi je le faisais, et je me suis fait des deals avec moi dans ma tête. Je me disais, ok, je donne ma vie, parce que c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai vraiment mis entre parenthèses toutes mes activités autres jusqu'à fin décembre. Et en fait, le fait d'avoir une deadline, ça m'a sauvée aussi. Alors bon, depuis fin décembre, je suis toujours présidente de la Fresque et ça prend toujours beaucoup de temps, mais beaucoup moins que l'année dernière, donc c'est beau. Donc voilà, donc ça m'a sauvée. Et puis, vous avez parlé d'amour et de soutien. Donc il y a le conseil d'administration. Mais il y a aussi les autres. J'habite en collectif depuis 4 ans en Bretagne. Autant vous dire que mon collectif en 2024, je ne l'ai pas beaucoup vu. Et pourtant, ils étaient là. À chaque fois que j'étais en Bretagne, même si je passais ma vie au téléphone, ils étaient là, ils me soutenaient, ils m'aimaient, même si j'étais pas là, que j'avais plus de temps pour le collectif. Et donc ça, c'est vraiment le soutien de OK, je reste moi, enfin voilà. Donc il y avait tous ces quand voilà. C'est un peu en vrac, mais ça donne des billes parce que j'avoue que je suis vraiment passée pas loin à plusieurs reprises. Et pourtant, là, aujourd'hui, quand je regarde le passé, quand je me retourne, je me dis « Waouh, j'ai réussi !» quoi. Donc voilà, c'est peut-être que ça pourra aider. Absolument.
Oui, absolument, le deuxième volet. Et Ouais. du coup, pour la communauté, c'est vrai que dans un projet comme ça, un projet passion, hein, et moi la première, voilà, et on est très nombreux et nombreuses à vivre la fresque du climat un peu comme un projet passion où on met énormément de temps, où on a mis énormément de temps. Et donc dans cette communauté, oui, on a des histoires de burn-out, notamment chez les salariés et chez les référents, notamment internationaux, mais en France aussi, qui se mettent corps et âme et puis voilà, qui essayent d'animer leur communauté locale, qui n'y arrivent pas, qui essayent d'organiser des fresques, qui veulent remplir à tout prix des ateliers. Et voilà, ces derniers temps, ça devient compliqué. Donc il y a plein de sujets comme ça. Et donc là, moi, quand j'étais salariée à l'époque, donc quand je m'occupais du développement international, je coordonnais les 100 référents internationaux à l'époque. Et donc quand j'onboardais, quand j'embarquais, quand j'expliquais le rôle de référent au début de la mission, je finissais toujours par dire c'est une mission bénévole, ça doit te rendre heureux ou heureuse. Si à un moment ça devient problématique, on en parle, il faut que tu arrêtes en fait. Il faut que ce soit un plaisir de donner. On est dans un marathon. Il faut absolument qu'on prenne soin de nous, en fait. Parce que si on se grille au bout de 2 semaines, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, bah franchement, ça ne vaut pas la peine ce qu'on fait. Enfin, vraiment. Donc, moi, j'ai vraiment cette croyance-là moi, je me bats pour la vie, en fait, pour cette incroyable aventure humaine. Moi, j'ai pas d'enfant et j'en veux pas à cause du climat. Mais parce que j'en veux pas. Et si j'en voulais, j'en ferais. Parce que pour moi, faire des enfants, c'est aussi signe d'espoir. Et c'est l'histoire de l'humanité. L'humanité a connu des hauts et des bas. Et on se dépatouille, quoi, comme si on était dans de la gadoue. Voilà, on est une humanité. On avance collectivement pour essayer de progresser, pour essayer de vivre de mieux en mieux, d'être plus heureux. Et du coup, pour moi, voilà, ce combat qu'on mène, que je mène, il est pour cette vie-là, pour essayer de toucher ce bonheur-là et cette justice sociale, etc. Enfin, il y a tous ces enjeux-là, pas que le climat, je le répète, mais vraiment, je suis complètement d'accord, tout est lié, il faut vraiment avoir un regard holistique sur les sujets. Donc voilà, donc bilan des courses, il faut vraiment prendre soin de soi, sinon ça ne vaut pas la chandelle. Voilà. Merci Anaïs. Emmanuel, c'est très intéressant ce qu'Anaïs dit, au même titre que les autres témoignages, mais Anaïs dit que ce qui l'a sauvée quelque part, c'est qu'à un moment, elle a su qu'elle avait besoin de lever le pied, elle a su qu'elle avait besoin d'aide éventuellement. Et est-ce qu'il y a des moyens quelque part de voir venir le danger et quitte à ne pas pouvoir l'éviter, comme tu le disais à l'instant, savoir qu'il arrive et se préparer à l'encaisser et non pas être surpris de se retrouver dans un état un peu moins confortable. Je te confirme, Anaïs, tu as frôlé le burn-out. Mais tu as bien mis tout ce qu'il fallait en place. Bravo pour ça. Ok, ta question, elle est un petit peu compliquée parce qu'encore une fois, c'est pas linéaire et ça dépend, c'est que ça dépend du réseau de soutien que la personne a avec elle et de sa capacité à être dans la résistance. En fait, dans le burn-out, il y a vraiment des étapes. Et comment dire ? Oui, en fait, ce que Anaïs a posé, on peut éviter le burn-out clairement en mettant vraiment en place une culture du prendre soin. Et je parle de culture parce que c'est pas dans notre société qu'on apprend ça. Donc la culture du prendre soin, c'est prendre soin de soi. Alors ça déjà, c'est hyper compliqué. Je vois dans le monde militant, la culture du prendre soin de soi, elle est pas évidente. Par contre, dans le monde militant, et c'est ça que j'entends beaucoup à travers ce que tu poses, Anaïs, il y a une vraie culture du prendre soin, du lien, et qui est magnifique, qu'on le voit, moi je vois dans le militantisme féminisme, écoféminisme ou dans d'autres endroits. Et cette culture du lien, c'est une culture de soutien. Il y en a un qui ne va pas bien, tout le monde est là, tout le monde fait corps. Il y a des vrais soutiens d'amour qui sont là, des vraies expressions d'amour. Et puis il y a le prendre soin aussi des autres qu'humains. Et quand je parle de ça, j'en viens aussi finalement à l'écopsychologie, mais c'est se relier, reprendre des temps de pause. C'est magnifique ce que tu as posé, Thomas, tout à l'heure. Moi, j'appelle ça faire silence d'humain. C'est repartir dans la forêt, en mer, en rivière, dans des endroits où on fait silence d'humain. Et juste, on réouvre son cœur et on réouvre son être, son corps, à ce qu'est la vie, autre que dans notre société occidentale. Et ça vient aussi apporter du vrai soin.
Et dans ces espaces-là, on va trouver une forme d'équilibre. Mais en fait, l'équilibre est hyper précaire. Donc même avec cette petite recette que je vous mets dans le chaudron, vous éviterez pas forcément le burn-out parce qu'on l'a posé. À un moment donné, il y a des phases d'effondrement qui sont nécessaires pour se transformer. Vos témoignages m'ont profondément touchée parce qu'on le voit à travers ces témoignages. Si tu n'avais pas été capable, Serge, d'aller transformer tes deuils dans une vraie mémoire et un lien aux ancêtres, un lien à tes amis, et aller transformer cette force, ben effectivement, tu ne serais pas sur le chemin. Et c'est parce que tu as eu cette force de transformation dans les profondeurs que cette force, elle te tient là. Et c'est pareil dans vos témoignages. On sent que tout l'amour qu'il y a aussi, à la fois pour vos enfants, mais aussi pour le vivant, il vous tient. Et à des moments, il y a des effondrements. Donc on ne peut pas les éviter. Il y a des moments... La vie, elle nous amène à devoir nous effondrer. L'essentiel à ce moment-là, c'est pas de culpabiliser, c'est pas de se dire ah mince, j'ai pas été fort, j'ai pas été forte, je suis vulnérable. C'est de se dire ok, derrière, il y a quelque chose que je dois réajuster. Et ça, on le voit dans l'engagement. Ce que tu disais, moi, malheureusement, la première, donc je vous donne des conseils que j'essaye de m'appliquer à moi-même et qui ne fonctionnent pas tout le temps, mais où à des moments, je vais m'engager dans plein de choses parce que je sens que ça rage à l'intérieur ou que ça a besoin de sortir. Et je sens qu'en fait, les symptômes, ils sont directs. C'est la fatigue mentale, la fatigue physique, je sens que je suis plus irritable, je sens que je déconne un peu. Et tout ça, c'est les symptômes qui me disent « Emmanuel, attention, si tu tires sur la corde, il va y avoir effondrement. » Donc, si on a déjà vécu des effondrements, en fait, on est en capacité, en amont, de dire « Ah ok, je connais la loi. » Et la loi, c'est moins je résiste, plus je sécurise, plus je remets du prendre soin, plus je remets de l'amour, plus je mets de la sobriété. Et plus je peux savoir ce que là, je dois réajuster en moi pour remettre là où je dois être. Et pas là où je crois qu'il faut que je sois partout. Merci Emmanuel. On a parlé de ce qui allume la flamme, on a parlé des moments les plus difficiles. Maintenant, j'aimerais vous entendre j'aimerais vous entendre sur ce qui maintient votre flamme allumée. Alors, dans vos témoignages, Thomas et Flore notamment, Serge aussi, vous avez un peu évoqué le fait que vous vous raccrochez à certaines choses dans les cas les plus extrêmes. Mais ma question là, c'est vraiment au quotidien, parce que je le disais dans mon propos liminaire, on a quand même plusieurs signaux alarmants, que ce soit sur le vivant ou sur le climat, qui nous montrent qu'on ne va pas du tout dans la bonne direction, et ce depuis très longtemps. Et ça, on le sait très bien, pour autant, pas grand-chose change. Et donc maintenant, moi, je veux savoir, vous êtes conscient de ça, mais au quotidien, vous vous levez quand même. Thomas, tu as enfilé ton jean, tu as mis ton t-shirt, tu es venu parler des shifters, avec les shifters, de ces sujets-là. Qu'est-ce qui te maintient dans cet état d'engagement ? Alors, depuis peu, là, je suis en train de retransformer un petit peu mon discours. En fait, moi, je suis beaucoup quelqu'un qui tend la main. J'ai toujours tendu la main à nos politiques, même ceux qui ne voulaient pas nous écouter, en essayant de forcer le passage, en essayant de mettre le pied dans la porte pour leur parler, essayer de leur faire comprendre. Là, j'arrive à un point où ma main, elle est toujours tendue, mais en fait, s'ils ne la prennent pas, c'est pas grave. Voilà, c'est ce que je me dis. J'étais en procès d'ailleurs jeudi à Toulouse parce que je m'étais accroché donc, dans un arbre à Vendine sur le tracé de l'autoroute A69 et que j'avais 2 obstructions, un blocage de machine qui allait détruire le système racinaire d'un platane. Et là, je me suis retrouvé jeudi face à la juge et je lui ai clairement annoncé que, sans fanfaronner, je lui ai dit, Madame la juge, je n'ai pas peur de votre jugement, en fait. Je n'ai pas peur du jugement des hommes. J'ai peur uniquement du jugement de mon fils qui, demain, va me demander ce que j'ai fait, en fait, pour essayer qu'il puisse continuer à vivre sur cette planète. C'est le discours que j'ai tenu à la juge. Et donc, j'ai eu une relaxe à la suite de ce procès. Sauf que le lendemain, vendredi, donc il y a 2 jours, l'État a fait appel de la relaxe parce qu'ils ne sont pas contents, ils aimeraient bien me voir condamné. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais ce n'est pas très grave, en fait. J'ai entendu des petits dans la salle. En fait, vous savez, je m'en fous, en fait. Je suis un petit peu comme Serge. C'est terminé, tout ça, en fait. Ça ne m'intéresse plus. Ils peuvent me mettre en prison s'ils veulent.
Ils peuvent me mettre des peines d'amende. Mon père disait, des amendes, je veux dire, mon père disait, plaie d'argent n'est pas mortel. À partir du moment où j'ai l'amour de mon fils, même si je suis sous un pont, je m'en fous en fait. Donc aujourd'hui, il faut y aller. Je pense qu'on est trop toutes et tous tenus par la peur, cette putain de peur qui nous empêche d'avancer, quoi. Mais à l'échelle de l'humanité, qu'est-ce qu'on est en fait? On n'est rien, quoi. On n'est rien. C'est ma vie sur cette planète, c'est ça, quoi. Ça se résume à un claquement de doigts et même moins, quoi. Donc arrêtons d'avoir peur, allons-y, faisons ce qu'on a à faire, puisque aujourd'hui l'État ne me donne pas la satisfaction que mon gamin va vivre demain sur une planète viable. Ben, en fait, c'est nous, c'est notre rôle de parents de le faire. Et on doit toutes et tous se bouger, quoi. Et si on ne fait pas ça, si on ne prend pas conscience de ça, si on part... Alors bien entendu, on parle à des convertis ici, mais si vous partez de cette conférence en disant on a vu des personnes et des gens chouettes, c'était génial ce qu'on a entendu, mais que vous ne faites rien, en fait, moi et toutes les personnes qui sont ici sur le plateau, en fait, ça n'aura servi à rien notre déplacement, quoi. Voilà. Et on est là pour porter la parole avec notre bâton, on se bat un petit peu partout. Et là, tout ce que je vous dis, je l'ai répété déjà 20 fois, mais je me dis, ok, c'est le job. Parfois, j'ai l'impression d'être un fossoyeur parce que je répète 20 fois les mêmes choses. Mais je me dis, ben oui, ben c'est comme ça, tu dois le faire, il faut le faire. Et voilà, je vous le dis, la seule peur qu'on doit avoir, c'est celle du mur qu'on va se prendre demain si on ne fait rien aujourd'hui, quoi. C'est tout. Merci Thomas. Serge, comment toi tu gardes ta flamme? Comment tu arrives à avoir la motivation de faire un énième post sur le fait qu'il va faire très chaud demain, quand on est largement au-dessus des normales et que c'est le cas depuis plusieurs années maintenant et que ça va vraisemblablement être le cas l'année d'après encore et que ça va être problématique pour l'agriculture et que bien des choses, et tu le fais tous les jours, plusieurs fois par jour. Comment tu arrives? Bah, j'en sais rien en fait. Je sais pas quoi répondre. J'aime bien m'amuser avec les climato-sceptiques. On a Il y a remarqué. quelque chose que j'aime bien faire. C'est je sais pas, un mélange entre la condescendance, l'humour, un espèce de mélange, je veux dire quoi. En 1947, quand t'as cueilli des pommes, il faisait 35 degrés sur le thermomètre de la pharmacie. Mais mec, j'en ai rien à foutre en fait aussi de ça. Donne-moi tes chiffres, donne-moi tes preuves. Voici le tableau des 47, des 35 degrés dans ta région depuis 1947, si tu veux. On en discute. Et j'aime bien, en fait, tourner en dérision ces politiques qui viennent m'insulter tous les jours. Parce que ce qui me fait plaisir, c'est les gens qui mettent des petits likes en fait, sur mon commentaire et qui leur font des ratios derrière. Tu vois, quand tu mets un petit commentaire, lui, il a 3 likes, moi j'en ai 2000. Et que le politique, après, il est obligé de se justifier dans la presse. Pour ceux qui ne connaissent pas un ratio sur les réseaux sociaux, c'est lorsqu'un commentaire a plus d'engagement que la publication initiale. Voilà, donc c'est ça dont il parle. Et là, j'ai fait taire des politiques dans la région d'extrême droite, notamment, parce qu'il n'y avait pas que de l'extrême droite, qui disaient des choses sur « Nous avons déjà vécu cette température. Ce n'est pas les 40 degrés quand j'étais petit, moi, dans le vignoble de l'Aude, ils faisaient ça quand je faisais du vélo. » Bah, quand tu sors le truc à 40 degrés, tu lui dis « Tu peux me lire la légende, la courbe, tu me fais synthèse, conclusion, tout ça. » Tu le fais toi-même. Voilà, voici le graphique là, tu vois. Et qu'après, il y a la presse, parce que du coup, la presse me suit souvent, viennent lui poser des questions qui fait « Ah, c'était une blague pour faire réagir les écolo-bobos parisiens. » Putain, mais je suis pas écolo-bobo parisien, moi. Je ressemble à je fais de la trottinette électrique. Non, pardon. Non, je rigole, hein, j'ai pas envie de me faire taper à la sortie. Je tiens à préciser qu'à la base, il m'invitait pour faire de l'humour, hein, pas pour chialer. Donc, C'est absolument faux. et du coup, je disais quoi du coup, parce que là, je suis perdu. Oui, et donc il est parti se justifier. Oui, c'était pour faire de l'humour. Et ben, c'est ça que j'aime bien. C'est les mettre devant leurs contradictions, mais de façon factuelle. Hein. Je suis pas en train de les insulter. Je leur dis juste graphique, température, analyse, tout ça. Je peux utiliser ChatGPT comme tu fais, toi aussi. Je peux faire une capture d'écran, là, regarde de Google. Enfin, je peux faire ça aussi. Et ce que j'aime, c'est faire ça. C'est après, du coup, voir les commentaires des gens. Du coup, cette majorité silencieuse, cette fameuse majorité silencieuse, qui met ses petits likes, et je vois le ratio, et après, le mec, il est complètement tourné en dérision, quoi. C'est ça que j'aime bien. Voilà. Et je sais que ça me fait plaisir, ça me soutient. C'est de continuer à défoncer ces personnes.
Et bon, ça c'était pour les réseaux sociaux. Après, dans la vraie vie, j'ai fait 4 ans de conférences là, et en fait, il y a des personnes que j'ai vues il y a 4 ans, bon ça c'est le plus sérieux, et ben, qui reviennent me voir et qui me disent, j'ai fait comme tu as dit, j'ai planté des oliviers, j'ai planté des kakis, j'ai planté des kiwis, j'ai planté telle variété de pommes, j'ai arrêté de labourer mon sol. Alors ces petites personnes qui viennent me voir, qui en font en fait plusieurs centaines par an, au final, ben, ça fait beaucoup. C'est avec le temps que ça revient. Et c'est ça qui me fait plaisir, outre les réseaux sociaux, dans la vraie vie. C'est ça qui Il y a te aussi permet de l'action. garder ta flamme intacte. Oui, c'est ça qui c'était fait parler ma femme. J'avais bien compris. Oui, enfin, à la base, oui, c'est ça la question. Bref, Merci Serge. Flore, j'ai la même question pour toi. Et dans Bigger Than Us, c'est très intéressant parce que tu racontes justement le vécu de personnes qui gardent cette flamme intacte. Donc il y a déjà ces témoignages-là. Et toi, personnellement, comment tu y arrives ? Moi, il y a vraiment le côté, j'aime bien le mot flamme en fait, il y a le côté de vivre littéralement, physiquement, le fait de réallumer des flammes dans les yeux des enfants. C'est très présomptueux, mais c'est ce que je vis. Et c'est un privilège, et c'est pour ça que je ne m'arrêterai pas, parce que j'ai l'impression que c'est un par un. C'est Mère Teresa, on lui demandait comment elle avait fait pour sauver 200 000 enfants de l'ultra-pauvreté, et elle avait dit un par un. Et ben moi, c'est un par un. Donc voilà, et j'ai accepté que ça ne serait pas un truc, voilà, un par un. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il se passe bien plus que... Il y a une décharge énergétique, en fait. Et moi, je voudrais parler de ça, je voudrais parler d'énergie. C'est ça qui est attaqué aujourd'hui, de la même manière que notre élan vital est attaqué, notre rationalité est attaquée, notre bon sens est attaqué, notre sens de la justice, tout ce en quoi on croyait qui était stable est attaqué. C'est fou la situation dans laquelle tu es, c'est pas possible, c'est absurde. Bon bah comment on reste pas fou ? Comment on ne devient pas fou en fait ? Comment on les laisse sombrer dans leur folie et comment nous on tient en fait ? Avec le bon sens. Et donc ce bon sens, il appelle, alors moi je ne plante pas des arbres, mais j'aimerais bien le faire. Je me dis, c'est aussi ça, c'est une personne après une personne, faire tout ce qu'on peut. Et parce qu'en fait, il y a cet échange énergétique où voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, en fait, très égoïstement, je reçois énormément. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu continues, quoi ? 650 débats. Bah ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose magique. Et je viens de le vivre de façon décuplée en allant porter le film dans des communautés qu'on avait initialement filmées avec le film, au Malawi. Et quelque part, j'ai mis en abîme cette position-là en disant mais jusqu'où ça va aller en fait, jusqu'où moi je vais aller dans ce rapport complètement taré finalement à cet objet. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai truc là sur la question de l'énergie et comment on se donne de l'énergie, comment on retrouve de l'énergie. C'est à l'inverse de ce qu'on travaille chez les shifters, je pense que c'est inépuisable. C'est comme l'amour. En fait, il n'y a pas une fin à l'amour, il n'y a pas une fin à l'énergie, il n'y a pas une fin à ce feu, dès lors qu'on accepte qu'on est un tout. Et à nouveau, c'est cette logique de séparation complètement débile qu'on essaye de nous faire croire quand vous en sortez. Eh bien, tout devient échange d'énergie, tout devient la cause de Thomas devient la mienne, la tienne devient la mienne. Enfin voilà, on est tous dans le même camp de l'humanité et tout devient sens et tout devient force en fait. Et ça, pour moi, c'est essentiel et je le trouve donc dans l'échange d'énergie, donc dans le lien, dans l'interconnexion, et donc dans le rire et l'absurde. Et alors moi, je ne vais pas passer un centime à essayer de dégommer des politiques parce que je les trouve trop médiocres et que j'ai mieux à faire mais c'est mon point de vue, de mon énergie à moi. Mais par contre, je pense que ce qu'on fait est éminemment politique. Et donc, ce n'est pas un refus du politique du tout. C'est le placer à l'endroit où moi, je trouve ça... où j'ai pris une énorme claque, en fait. Et là où j'ai pris une énorme claque, c'est en voyant ces enfants, notamment du Liban, qui, à 12, 15, 18, 22 ans, se lèvent, pas par choix, mais par fatalité. J'ai pas le choix, c'est exactement ton point. Et qui y vont, et qui, d'une posture personnelle, d'un non personnel, commencent à avoir un effet domino sur tout le monde,
et ok, ça fait pas les gros titres, c'est rien face à Elon Musk, on est d'accord. Mais je m'en fous en fait d'Elon Musk. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, là, tout de suite, demain matin, je fais comment ? Et je pense que l'intelligence de situation de ces personnes-là sur le terrain qui agissent par fatalité et non pas par choix, où il n'y a même plus d'ego possible en fait. Tout est à terre, tout est détruit. Donc il n'y a plus que la rage en fait, il n'y a plus que la volonté de vivre. Je pense qu'on parle de ça. Et ça, c'est jusqu'à la mort en fait, c'est ce que tu dis. Et donc voilà, moi la flamme, elle vient là-dedans, dans l'expérience du lien, de l'échange, de l'interconnexion, de l'humour, de l'amour. Et en fait, franchement, je sais qu'on faisait une conf sur le burn-out, mais moi, je rencontre plus souvent des moments de joie, et de joie quasi extatique, que des moments de burn-out. Et donc, c'est pour ça que finalement, le burn-out, c'est assez loin, parce que c'est un peu le prix à payer, quoi. Tu as des émotions, donc forcément, ça redescend un moment. Bon, bah oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des émotions. Merci Flore. Anaïs, comment t'arrives ? Comment tu y arrives, toi ? Et comment en tout cas, quel regard tu as sur les fresqueurs et les fresqueuses ? Et qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu peux partager comme expérience de la communauté, de la très vaste communauté des fresqueurs et des fresqueuses qui réussissent quand même, malgré tout, à faire face, et la communauté ne cesse de s'élargir. Donc ça prouve qu'ils n'abandonnent pas, ils restent, ils sont motivés, ils continuent à fresquer. Et parfois, ils vont voguer vers d'autres actions, ce qui est super aussi. Alors, du coup, accessoirement. Voilà. Je ne sais pas par où commencer. J'ai plein d'idées, en fait, de ce qui me fait garder la flamme. Il y a... je peux commencer par juste une forme d'alignement. En fait, pour moi, c'est une fois que tu sais m'en détourner et me mettre des œillères, je vois pas comment je serais bien en moi. En fait, je serais pas alignée. Donc, je me sens à ma place. En fait, donc déjà, ça, c'est vraiment une source d'énergie. Et du coup, en tout cas, là, dans mes missions de présidente de la fresque du climat, là, je ne parle pas forcément de climat pour cet exemple-là, mais pour ma mission de présidente, depuis un an, une grosse année que je suis présidente, je vois ma pile de dossiers relous descendre et ma pile de dossiers cool et qui se concentre sur l'impact. Alors, elle est comme ça, mais j'en prends de plus en plus, en fait. Et ça, c'est hyper agréable de sentir que les choses avancent, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres sujets. Mais en tout cas, à cette échelle-là, c'est vraiment quelque chose qui me booste. Après, y a le kiff quand même au quotidien, quoi, de travailler avec des gens que j'apprécie, avec qui je passe des bons moments, qui me ressourcent. Et là, plus particulièrement, depuis quelques mois, j'ai le temps de sortir de ma grotte, entre guillemets, et de retourner dans le monde, d'être ici aujourd'hui. Et je suis ravie, en fait, de rencontrer des gens, de rencontrer des fresqueurs, des fresqueuses. Enfin, c'est un tel transfert d'énergie à chaque fois. Mais même en dehors de la communauté, il y a 2 semaines, j'étais à un événement du Haut Conseil breton pour le climat à Saint-Brieuc sur l'adaptation et l'agriculture. Mais c'était incroyable, en fait. On était 200, mais on était juste 200 personnes convaincues et hyper actives, de la chambre d'agriculture à des associations, aux collectivités. Et ça, moi, ça me donne de l'énergie de dingue, en fait, de voir un peu le verre à moitié plein. Ouais, on n'avance pas assez vite, et la France est plus rapide que la plupart des pays, mais on avance, en fait. Donc, du coup, je me dis, bon, voilà, de toute façon, il y a la fameuse prophétie autoréalisatrice que je sors dans toutes mes fresques. Si on se dit qu'on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver. Alors que si on essaye, peut-être qu'on va y arriver. C'est pas sûr qu'on va y arriver, mais peut-être qu'on va y arriver. Et donc, du coup, vraiment, de voir cette énergie qui grandit, surtout, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais jeune, je me sentais seule. Personne ne parlait de ces sujets-là dans mon entourage. Donc là, vraiment, de ne pas me sentir seule, justement, et de nous sentir hyper nombreux, de voir cette salle remplie, de voir toutes les conférences du week-end remplies, de voir tous les intervenants qui ont défilé tout le week-end. Et ça, toutes les semaines, en fait, il y a des événements tout le temps maintenant. Voilà, ça me donne vraiment chaud au cœur. Et ça me donne beaucoup d'énergie. Une autre chose, une avant-dernière chose, il y a cette idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et d'incarner aussi, ça rejoint ce truc d'alignement, d'incarner le projet. Et donc là, tout à l'heure, je parlais de mon collectif. Voilà, c'est un projet
Et c'est vraiment quelque chose qui me donne de la vie. En habitat léger. Enfin bref, je vais pas tout vous refaire, mais on amorce vraiment un changement de vie, un changement de mode de vie pour incarner et essayer d'expérimenter un monde un petit peu différent qui sera peut-être pas applicable pour tout le monde, mais en tout cas pour certaines personnes. Et moi, je m'éclate là-dedans. Et puis dans d'autres projets, donc ouais, de diversifier les projets, diversifier les sources d'énergie et d'apprentissage. Ensuite, cette aventure, je la prends un peu comme... Désolée, ça fait beaucoup, tu me coupes si c'est trop long, hein, mais moi, je vis ça comme une exploration, comme une aventure collective. Et donc, il y a des hauts, il y a des bas, mais en fait, c'est ça qui fait me sentir en vie. En fait, une vie pépère, tranquille, où j'ai rien à faire et où je gagne bien ma vie et je suis devant la télé tous les soirs, en fait, ça m'intéresse pas. Enfin, justement, les aspérités, cette rugosité de ces hauts, de ces bas, de ces jours où tu as vachement d'énergie et puis 2 semaines après, tu sors d'un atelier où tu as échangé avec je sais pas qui te plombe le moral total, mais sauf que là, tu te dis, OK, la prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Comment je pourrais... Enfin, en fait, il y a toute cette gymnastique intellectuelle qui nous pousse à nous dépasser, que j'aime beaucoup. Et donc, dernière chose, en parlant de dépassement de soi, moi aussi, j'ai été scout, pas à Versailles. C'était un peu moins... voilà. Mais j'ai 20 ans de scoutisme derrière moi et du coup, j'ai envie de finir avec 2 citations de Baden-Powell parce que ça a vraiment marqué ma vie aussi. Enfin, il y en a plusieurs, mais donc Baden-Powell, c'est le créateur du scoutisme. Et donc, il y a plein de messages que j'ai entendus dans ma jeunesse et en fait qui restent en moi un peu comme des mantras. À la fois, il y a le fameux truc un peu qui devient presque cucu, mais qui est en fait hyper important et qui rejoint cette histoire de briques, qui est où il dit essayez de laisser le monde un peu meilleur que quand vous êtes arrivé. Et donc, voilà, c'est faire... c'est le colibri aussi, enfin, c'est plein de trucs, mais c'est fait sa brique, quoi. C'est, je suis une personne dans ces milliards de vies qui sont déjà passées sur Terre et qui passeront encore après moi. Et j'essaye un petit peu. Ensuite, il y a une autre citation qui dit « La scout siffle devant la difficulté ». On peut en discuter, ça peut être une phrase qui pousse au burn-out, mais c'est aussi une phrase qui pousse au dépassement de soi. Et je pense qu'on a un équilibre à trouver entre dépasser la limite ou ne pas en faire assez et être trop précieux peut-être. Il y a une limite à trouver et le courage est au milieu. Le courage d'y aller, mais le courage de renoncer aussi pour se préserver et pour tenir sur la durée. Et la dernière chose que je vais dire, et après je m'arrête, une autre citation qui me porte beaucoup de Baden-Powell qui dit donc face à tout ce qu'on vit aujourd'hui et parfois face à ce sentiment d'impuissance et à ce sentiment de on va jamais y arriver, je me rappelle toujours cette phrase qui dit rester immobile ne sert à rien, il faut choisir entre progresser ou régresser, allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres. Merci Anaïs. Je me fais fusiller du regard par nos timekeepers qui sont là-bas et qui ne cessent de me brandir un stop. Mais évidemment qu'on ne va pas s'arrêter tout de suite parce que je vous propose de faire un dernier tour de table. Chacune, où vous donnez un conseil aux personnes ici nombreuses et aussi aux personnes qui regarderont cette table ronde en replay parce qu'un replay sera mis en ligne pour leur donner des conseils sur comment tenir vos retours d'expérience du haut des nombreuses années, décennies, probablement même pour plusieurs d'entre vous, d'engagement. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour qu'ils et elles tiennent et ne lâchent jamais? Thomas? Je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est quand même assez personnel. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous fichus pareils. Je ne peux pas donner un conseil pour tout le monde. En fait, juste peut-être dire qu'il faut arrêter de rester endormi, il faut se réveiller un petit peu, faire attention à ce qu'on nous raconte, essayer d'avoir sa propre vision, une analyse aussi un peu profonde des choses, pas forcément se laisser guider par des choses qu'on nous raconte et qu'on nous dit tout le temps. Il faut sortir des sentiers battus tout simplement, quoi. Voilà, je ne vais pas rajouter non plus, je ne vais pas m'étendre, mais puisqu'on est dans les citations, moi celle qui me suit et que j'utilise tout le temps, et elle dit clairement, celui qui se bat risque de perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Voilà. Merci Thomas. Flore? Moi, je pense qu'il ne faut pas se contraindre à vouloir choisir une cause ou une façon d'agir ou d'avoir une modalité, etc.
C'est une vie en fait. Personne n'a fait notre éducation sur le sujet. Toute expérience est bonne à prendre. Toutes les formes de lutte sont bonnes à prendre et utiles. Et autour de cette table, vous avez vu qu'on n'utilise pas les mêmes moyens. On n'est pas dans la même approche. Il n'y a pas de compète en fait. Tout est juste. Tout est bon tant que ça vient de votre authenticité. Tu as utilisé ça. Moi, ce qui, je trouve, fait du mal à l'engagement, c'est la pause. C'est pas la pause P-A-U. S-E, mais P-O-S-E, la pause narcissique en fait. Je fais ça parce que je vais être valorisée sur les réseaux, je vais faire ça parce que dans ma cour de récré, on va penser que ça sert à rien. En plus, vous abîmez les mouvements. Il y a une rotation énorme dans les associations parce que les gens viennent pour les mauvaises raisons. Donc, commencez-vous par pourquoi vous avez envie de vous engager. Si vous avez l'idée que vous allez changer le monde, ne venez pas. S'il vous plaît, ne venez pas. Vous allez abîmer le mouvement, vous allez faire un burn-out en 6 mois, vous allez vous faire mal, on ne vient pas, c'est trop dur, c'est trop physique, c'est trop mental, ça pousse trop loin. On y va pour soi, on y va pour se réparer soi. Ce qu'on vient réparer, c'est soi. Et en se réparant soi, on répare le monde. Mais c'est ça qui est vraiment important. Donc c'est une démarche, et tu as utilisé ce mot, c'est très intime. C'est très intime, ça ne se brocarde pas. Chacun a un ressort personnel, viscéral. Je vous conseille vraiment de vous connecter à cette injustice profonde, cette humiliation, ces sentiments de trahison, ces blessures, ces pertes. C'est ça le fuel. Donc allez chercher ce qui pour vous est le fuel. Et après, vogue la galère et bienvenue. Merci Flore. Serge. Je vais faire court. Moi, j'ai envie de dire, prenez soin des autres. C'est comme ça qu'on fait du lien. Merci Serge. Pour finir, Anaïs. Moi, je vais dire regardez le verre à moitié plein et regardez surtout ce qu'il y a dans le verre. Donc, voir alors du Ricard mais en tout cas toutes les choses positives qui se passent, l'engagement de chacun. Je pense qu'on peut vraiment se ressourcer là-dedans. Et donc voilà, j'ai pas répondu à la fin de ta dernière question, mais pour les fresqueurs et les fresqueuses, pour moi, c'est vraiment les rencontres. Rencontrons-nous. Un événement comme ça ce week-end, moi perso, ça me rebooste et du coup, je peux repartir dans le monde à partir de demain. Et ça, faire ça régulièrement, se donner de l'énergie mutuellement, je pense que c'est hyper important, sans pour autant rentrer dans l'entre-soi. Attention, voilà, surtout pas. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Vous pouvez les applaudir. J'allais pas dire plus que vous, hein. Merci. Ah ouais, totalement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. C'était génial. Est-ce que, à la régie, on a reçu des questions? J'imagine que non, tout était très clair. On peut rentrer, c'est bon? On n'a plus le temps pour les questions. Même pas une seule ou deux, gentiment. J'ai un chrono, ils vont répondre en 30 secondes, promis. Ah, 17h pile. Non, pile. Ouais, mais écoute, on m'a dit que j'avais du temps. Vous avez entendu? Ah mince. Non, définitivement pas? Ah d'accord, merci. Merci beaucoup.
Eh ben, merci beaucoup. On a reçu vraiment beaucoup de questions. Du coup, voilà, c'est un peu dommage de ne pas avoir le temps de toutes les poser. On n'aurait jamais eu le temps de toutes les poser de toute manière. Juste avant de les poser, je voulais faire un petit rappel. On a abordé des sujets vraiment très bouleversants, très compliqués. Et comme on ne va pas avoir le temps de poser toutes les questions, s'il y a des gens qui sont en détresse, qui ont envie de continuer à en parler, on ne peut que vous encourager à continuer à poser les questions que vous avez posées autour de vous, à continuer à aller chercher de l'aide professionnelle, de la solidarité, etc. Voilà. Je vais poser la première question. Celle-là. Ouais. Merci. Flore, tout à l'heure, vous avez parlé de la fragilité et de cette société qui essayait de nous séparer. Et je crois clairement que ça a été un des points marquants et qui a réuni énormément de questions et qui s'adresse bien évidemment à l'ensemble de nos intervenants. C'est finalement comment garder les liens avec les gens qui nous entourent, les gens qui nous sont très proches. Ça peut être dans le couple, dans la famille, dans les collègues, dans aussi même les milieux associatifs dans lesquels on est. Et je crois qu'il y a eu vraiment, vraiment beaucoup d'interrogations pour, encore une fois, vous tous, sur finalement comment on garde ces liens qui existent déjà au travers de nos engagements et de notre alignement. Impossible de répondre en 30 secondes, non, je pense. Mais je vais faire vite parce que je voudrais que tout le monde qu'on ait plein de questions. Et merci. Je suis heureuse si ce concept, ce point, fait sens pour vous parce que je pense que c'est plus important. C'est le truc le plus important à dégommer pour changer le système économique, en fait. C'est au-delà de la croyance et de la moralité, c'est ce qui tient le capitalisme. Si vous enlevez cette histoire de séparation qui remonte à très longtemps, et notamment crantée par Descartes, entre nous et la nature, entre nous les différents genres, entre les différents peuples, entre les différentes générations, si vous dégommez ce concept de séparation, franchement, tout tombe. Donc c'est tectonique. Et donc je vais vous faire une réponse qui va être très parcellaire. Mais la base de la base, il faut revenir à la base, c'est votre foyer, c'est votre maison. Donc déjà, nous, ce qui nous lie, je ne savais pas, c'est notre rapport à nos enfants. Et là, la première chose d'urgence à faire, c'est de reparler à vos enfants. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais je vois beaucoup d'enfants, vraiment beaucoup, en salle de classe, etc. Et c'est très fréquent qu'il y en ait qui me disent « Madame, dans ma famille, on ne parle pas de ces sujets-là. On ne parle d'ailleurs plus. » Les écrans sont venus d'ailleurs vachement faciliter le truc. Mais c'est une conséquence, les écrans. On a tendu, moi la première, enfin non pas la première, mais enfin à un moment on tend ce truc. Pourquoi ? Parce qu'en tant que parent, par rapport à tout ce qui se passe, et notamment prenons le climat, on n'a pas la solution. Elle n'existe pas. En tout cas, elle n'est pas posée sociétalement. Donc, quand vous êtes parent, vous avez envie de guider vos enfants, vous avez envie d'avoir une solution pour eux. Comme on ne l'a pas, on se tait, on fait comme si le problème n'existait pas. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles il y a 40% de climato-sceptiques. C'est trop facile, mais on n'a qu'à dire que le problème n'existe pas. Vous voyez ? Donc la première chose, c'est rétablir le lien dans les familles sur ces points-là. Et là, les vidéos, les livres, les films, dont Bigger, mais plein d'autres existent. Utilisez-les, c'est des tiers pour redémarrer. Le psy dirait, c'est un tiers qui peut prendre tous les coups, mais n'empêche que vous pouvez dire « Ah, j'ai aimé, j'ai pas aimé », n'empêche, vous parlez. Donc ça, c'est la première chose. Se remettre à parler et puis soi-même se convaincre qu'on n'est pas tout, se convaincre qu'on n'est pas séparés. Et donc, essayer de laisser une porte toujours ouverte pour cette empathie, en fait. On n'en a pas parlé, mais je crois que c'est ce que vous avez senti, cette empathie, en fait. Et c'est un choix très simple qu'on peut faire quotidiennement, 1000 fois par jour. Le choix, il est simple. Est-ce que dans tous les actes du quotidien, vous choisissez votre confort, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire la séparation, ou est-ce que vous choisissez l'humanité, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire le lien. Et ça va de s'acheter un autre t-shirt à savoir comment vous votez, à savoir comment vous vous comportez avec votre voisin, à savoir comment vous intervenez ou pas à tel endroit, même si c'est 15 heures de train, etc., etc. Et plus vous ferez des choix de lien, c'est-à-dire des choix d'humanité, plus en vous privilégiez l'humanité, plus vite vous abandonnerez tous ces choix de confort qui ne font que créer de la séparation. Le roi du confort aujourd'hui, il s'appelle Donald Trump. C'est lui qui gagne.
On a eu pas mal de questions aussi sur la notion de renoncement. Est-ce que vous avez dû renoncer à certaines choses? Alors on nous a cité les hobbies, les passions ou même le fait d'avoir des enfants pour certains. Est-ce que vous avez dû renoncer à ces choses pour mieux militer ou vous engager écologiquement? Et si oui, quel renoncement a été le plus difficile? Oui, le renoncement. Alors, depuis que j'ai créé le groupe national de surveillance des arbres en 2019, comme en fait je suis un petit peu partout sur des actions à droite à gauche et qu'on n'a encore qu'une association de bénévoles, oui, en fait, le renoncement, c'est une perte de salaire de moitié. Mais ça, c'est un choix. Je ne suis pas en train de me plaindre, hein, tout va bien, hein, je suis heureux. C'est se reconnecter encore plus fort avec la terre, malgré le fait que je l'ai toujours été. Mais j'ai 400 mètres carrés de potager. C'est travailler moins dans la semaine et s'occuper du potager, parce que celui qui viendra me dire demain que cultiver la terre et cultiver ses légumes et se nourrir soi-même, c'est pas un travail, je le mets au défi de venir avec moi cultiver mon jardin et se baisser, avoir mal au dos. C'est arrêter l'avion. Je suis parti en Guyane, mais c'était même pas pour des vacances, c'était pour dénoncer 180 hectares de forêts amazoniennes qui sont rasés par un proche président de la République pour mettre des panneaux solaires. Donc c'est pas des vacances. Je suis excusé, je pense. C'est prendre le train, voilà, là je fais avec des vieux trucs, des habits que j'avais depuis longtemps, j'essaye depuis trop, voilà, j'ai réduit plein de choses. Non, mais en fait, oui, c'est tout un mode, en fait, il y a tout qui tombe, en fait, c'est un château de cartes à un moment donné, on s'aperçoit. Et c'est important de le faire. Et j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit. Je pense que le seul changement, en fait, il viendra de l'intérieur. C'est-à-dire que là, je vous le dis clairement, et je vous jette ça parce que ça me trotte déjà depuis longtemps, je pense que vous allez avoir la primeur aujourd'hui à l'univers shifté, c'est que là, je vais m'attaquer gentiment aux enfants de nos politiques. Je vais leur dire boycotter les repas de famille. Voilà, je sais que ça fait rire à chaque fois que je le dis, mais voilà. Mais en tout cas, c'est vrai, je pense qu'il va falloir dire aux enfants de nos politiques qui ne veulent pas entendre, parce qu'ils ne sont pas tous mauvais, les politiques. C'est vrai qu'on en parle depuis le début, mais il y en a qui essayent de faire des belles choses. Mais il va falloir s'attaquer aux enfants et gentiment, comme je le dis, boycotter les repas de famille tant que vos parents prendront des décisions qui vous envoient droit dans le mur, quoi. Voilà. Serge. T'as du boulot avec Sarkozy, hein. Il nous reste 1 minute. Tu dois intervenir, Anaïs doit intervenir. J'ai renoncé à prendre l'avion, à faire plein de trucs, mais c'est des trucs classiques. Par contre, j'ai pas renoncé à faire des enfants parce que je considère qu'il faut transférer l'information. Merci Serge. Anaïs, pour finir. Je vois qu'il y en a qui je vois qu'il y en a qui ont aussi ce problème dans leur vie, mais bon, après c'est compliqué les enfants aussi. Hein, voilà. Merci. Anaïs, pour finir. Pour clarifier, juste, j'ai pas renoncé à avoir des enfants. J'en ai pas envie. C'est pas pareil. Tu fais bien de le dire. Et justement, j'ai dit, je le redis au cas où c'était pas clair, j'ai dit si je voulais un enfant, je ne m'en empêcherais pas à cause de la situation. J'en ai plein, je peux t'en offrir. Non mais c'est très bien. Mais tu sais, j'ai des enfants dans ma vie, dans mon collectif, j'ai 11 neveux et nièces, figure-toi, mes sœurs ont fait le taf. Enfin, bon, bref, mes parents me foutent pas la pression, ils sont déjà grands-parents, enfin bref, peu importe. Mais du coup, faites des enfants si vous en avez envie, c'était ça mon message, c'était écouter ce qui vous permet d'être aligné, ce qui vous permet d'être heureux, c'est pour ça qu'on fait ça. Et moi, je préfère être tata fois 10 000 avec les enfants de mes amis et les enfants de mes sœurs, plutôt que d'être maman. Donc c'est pas un renoncement. Voilà. Bon, c'était intime comme table ronde quand même. Hein. Vas-y Flore. Moi j'ai juste un point. Le plus gros renoncement, c'est de renoncer à plaire. Il faut lâcher ça. Vous ne plairez pas. Ouais, clair. Merci beaucoup. On est obligé d'arrêter. On aurait pu en parler pendant des heures, mais c'est comme ça.